André Roberti, bonjour. Bonjour Marie-Jeanne. Bienvenue dans notre émission Rencontre. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. Nous découvrons en vous un auteur, un coach, un conférencier, un créateur de la méthode Zen et Mince. Mais avant de parler de votre méthode et de rentrer dans le vif du sujet, j'aurais bien voulu que vous nous racontiez un petit peu le parcours et le virage que vous avez fait, puisque j'ai lu que vous venez du milieu financier. Oui, c'est vrai. Moi, je suis un ancien grand timide et tout au long de mon enfance, mon adolescence, ma vie de jeune adulte, j'ai vraiment bataillé avec cette timidité. J'avais envie de la dépasser. Donc, ça a été vraiment un but en soi que j'ai finalement pu réaliser à travers une activité dans le domaine de la finance. Donc, j'ai quitté un autre emploi pour prendre une activité complémentaire dans le domaine de la finance. C'était ce qu'on appelle du marketing de réseau, marketing relationnel. C'est un peu comme chez Tupperware. Vous voyez la société Tupperware. Donc je vendais des contrats d'assurance vie et puis je pouvais aussi recruter des personnes pour créer une équipe de commerciaux. Et là, le fait de faire un peu du porte-à-porte, de voir sortir de ma coquille, ça m'a vraiment aidé à la transpercer. Donc j'ai fait ce métier d'accompagner des commerciaux, de les former, de les diriger, de les motiver pendant plus de 7 ans. Et j'ai quitté cette entreprise pour des valeurs. Plus je montais dans les échelons de l'entreprise, plus je sentais que voilà, je ne m'y retrouvais pas de la même façon et donc j'ai préféré quitter cette aventure qui pourtant était tellement nourrissante Mais donc vous avez déjà une formation pour créer, communiquer, c'est déjà là aussi. Oui, c'est là que j'ai appris à parler en public, à motiver des gens, à essayer vraiment de faire ressortir le meilleur d'eux-mêmes finalement, parce que beaucoup, ce n'était pas le métier pour la plupart et ils faisaient ça en activité complémentaire d'un autre boulot. Ça pouvait être électricien, garagiste, employé administratif, voilà. Et donc, ils n'avaient pas forcément cette fibre et ils devaient vraiment aller chercher en eux pour pouvoir s'ouvrir finalement. Et quand j'ai quitté cette entreprise, bien, je ne savais pas trop quoi faire. Puis j'ai lu un livre qui s'appelle La magie de voir grand, qui est un livre de développement personnel vraiment intéressant. Et il expliquait dans ce livre, voilà, on est tous passés par quelque chose qu'on a dépassé dans sa vie, une souffrance qu'on a dépassée, un obstacle qu'on a su aller au-dessus. Je me dis, bon, peut-être je peux faire quelque chose sur la timidité, peut-être je peux faire quelque chose sur parler en public, motiver des commerciaux. Puisque vous-même, vous étiez un timide, si j'ai bien compris. Oui, grand timide, grand timide. J'osais même pas aller commander le pain à la boulangerie où j'étais tout de suite tout rouge en secondaire. Même j'étais avec la peur qu'on m'interroge durant la leçon. Prendre simplement la parole, c'était déjà un défi. Vraiment. Vous avez drôlement changé depuis. Mais oui, et comme quoi, je pense que rien n'est fatal, rien n'est figé finalement. Quand on a quelque chose, une aspiration profonde, on peut faire des petites choses tous les jours qui font qu'on va vers ce qu'on a envie d'atteindre finalement. Moi, j'avais ce rêve de pouvoir parler aux gens de façon libre, me sentir libre de communiquer ce que j'avais à dire. Et pour la petite histoire, donc, à la lecture de ce livre, finalement, j'ai pris l'option de parler sur une difficulté que j'avais rencontrée, qui était celle de la prise de poids. Je m'étais retrouvé à plus de 100 kilos et donc je les avais perdus. En un peu moins de 2 ans, j'avais perdu 30 kilos. Mais vous les avez perdus grâce à cette réflexion que vous allez développer ici, ou bien vous avez fait des régimes un petit peu comme tout le monde? Non, je les ai perdus d'une façon un peu atypique. Pas de régime, parce que je suis quelqu'un qui adore la liberté. Donc moi, si on me dit tu manges ça, pas ça, c'est comme si je suis attiré que par ce qu'on dit qu'on ne peut pas manger. Et donc j'ai essayé vraiment d'aller à la rencontre de moi, de qui je suis, de comment est-ce que je gère mes émotions. Parce que finalement, c'était ça le problème. C'était ma façon de gérer mes émotions. Quand j'étais malheureux ou triste ou frustré, je mangeais. Même quand j'étais très heureux, je mangeais. Donc vraiment, c'était ça le truc. Donc, si j'ai bien compris, chaque émotion appelle une compensation. Manger plus, manger peut-être. C'était une façon pour moi
d'apaiser une sensibilité qui était comme à fleur de peau. Et j'ai lu que vous prenez l'alimentation en pleine conscience. Vous pouvez développer cette optique, cette conception? Oui, c'est un beau concept. Comme je suis pas un amoureux des régimes, et puis finalement on constate que chez beaucoup de personnes ils ne fonctionnent pas vraiment à long terme. J'ai découvert qu'il y avait une approche très bienveillante que j'ai découvert via un moine bouddhiste, Thich Nhat Hanh, qui s'est établi dans un village en France près de Bordeaux, qu'il appelle le village des pruniers. C'est plusieurs monastères. Et il a écrit un bouquin qui s'appelle Savourer. Et dans ce livre-là, on explique que, en fait, notre façon naturelle de manger, ce serait d'éveiller nos sens. Donc quand on cuisine, de vraiment prendre soin de l'aliment, de le sentir, de le mettre dans sa casserole, de prendre le temps, de manger lentement. Et même pendant un repas, finalement, qu'un repas, quand on mange, on mange. On n'est pas en train de regarder le journal parler en même temps, on n'est pas en train de regarder une vidéo ou la télé, on n'est pas en train de lire le journal. Donc quand on remarque que quand on éveille ses sens, l'odorat, le toucher des aliments, la vue, les couleurs, mettre des couleurs dans son assiette, eh bien on se rend compte qu'en fait, on mange beaucoup, beaucoup moins. Parce qu'on prend conscience de ce qu'on mange, de ce qu'on fait, peut-être. Oui, c'est comme si le temps est suspendu. C'est comme quand on a un amoureux ou une amoureuse en début de relation, on n'est pas sur son GSM en même temps, on n'est pas en train de parler, on est dans la relation. On est au restaurant, on est vraiment avec l'autre. Et dans ce moment, c'est comme si c'était suspendu en fait. On est vraiment impliqué dans le moment, on est présent. Et le fait de faire ça, eh bien, on donne au repas toute sa dimension. Et finalement, comme on éveille ses sens, on se nourrit dans tous les sens du terme et on arrête nettement avant. On ne continue pas, parce que si on le fait inconsciemment, on continue à manger. On regarde un film, on mange, mais on ne se rend même pas compte de ce qu'on mange. C'est comme si le corps n'enregistrait pas l'information, en fait. Et nous sommes dans une société qui prône justement faire deux choses en même temps, manger très vite, préparer des repas qui ne sont pas des repas, parce que bon, il y a des gens qui, voilà, on réchauffe et puis c'est tout. Et c'est tout un travail, j'imagine, cette conception et cette philosophie. Il faut l'expérimenter. Parce qu'en l'expérimentant, on se rend compte qu'en fait, on aurait pu avoir l'impression de perdre son temps, de fait de le prendre, mais on se rend compte en fait qu'on en gagne. Parce que si on mange trop vite, on mange plus. Si on mange plus, on est plus fatigué, on a moins d'énergie. On va peut-être pas aller faire une petite marche après le repas. Donc finalement, le fait de vouloir toujours aller plus vite, c'est des choses qu'on va payer par après. Et le fait de se poser dans le moment, ça offre plus de qualité. Et finalement, tout le monde revient à ça. On parle de pleine conscience, on parle de moment présent, on parle de méditation. Dès qu'on fait ça, on est bien, on est en paix finalement. Et vous parlez aussi d'une autre valeur qui je trouve est importante et intéressante, c'est l'estime de soi. C'est tellement important. Je reviens du Québec, je suis allé passer 2 mois et demi là-bas et j'ai fait beaucoup d'interviews. Et j'ai interviewé quelqu'un que vous connaissez sûrement, qui est une auteure qui a écrit plus de 5 millions de livres, Lise Bourbeau. Vous voyez qui c'est? Les 5 blessures. Elle a écrit vraiment beaucoup de livres sur le côté émotionnel, comme ça peut nous impacter physiquement. Et elle disait finalement, il y a 2 choses qui comptent dans la vie. C'est l'amour de soi et l'action. Et c'est tellement vrai. Il y a tellement de personnes qui recherchent l'amour, parce qu'ils recherchent en l'autre un regard qu'ils n'arrivent pas à s'offrir à eux-mêmes, en fait. Et quand on arrive à se voir comme on est, pas moins bien qu'on est, ou mieux qu'on est, juste comme on est, et être rempli de gratitude pour être là, pour être en vie, pour... Voilà, le fait qu'on passe un moment ici ensemble, c'est fantastique. Il y a l'eau là qui scintille, c'est magnifique en fait. Et quand on est dans quand on met ces lunettes positives de gratitude, d'amour de soi, eh bien ça donne une assise, ça donne une confiance finalement. On est moins manipulable par ce qu'on peut nous dire, par tout ce qu'on peut être influencé en fait. Et donc l'amour de soi, oui, pour moi c'est tellement
C'est une des premières choses à développer, en fait. Apprendre à s'aimer soi-même, d'abord. Peut-être avant d'aimer les autres. Ah, mais carrément. Parce que quand on est rempli d'amour à l'intérieur, c'est à ce moment-là qu'on peut en donner. Si on va chercher en l'extérieur pour remplir ce qu'il n'y a pas à l'intérieur, c'est comme un puits sans fond, finalement. Quand on se remplit d'abord, eh ben après on est disponible pour. C'est comme, dans les avions, on dit, hein, quand l'hôtesse de l'air fait tout son petit sketch là, hein, à l'entrée, etc., elle dit, voilà, si jamais il y avait un problème d'air, hein, il y a des petites prises d'air là, qui sortent de l'avion, eh bien, si vous êtes accompagné d'un enfant, vous prenez d'abord soin de vous, et puis vous le mettez sur l'enfant. C'est pareil avec l'amour de soi. D'abord, on se remplit d'amour soi-même à l'intérieur, et après, on peut donner ça aux autres. J'ai relevé quelques phrases qui donnent un petit peu un aspect de cette philosophie que vous prenez. Vous dites, la minceur ne donne pas spécialement le bonheur, comme on pourrait le croire. Vous dites aussi, aime-toi d'abord, comme vous venez de le dire, et puis change tes habitudes. La minceur ne donne pas le bonheur. Or, la publicité qui nous entoure, nous sommes à la veille du printemps, là, l'été va arriver, on va être inondé de publicité avec des corps magnifiques. En une semaine, perdez 5 kilos, et ainsi de suite. Oui. Et voilà. Et puis après... 5 kilos en une semaine, une bonne gastro, ça marche bien. Voilà. Et on les reprend aussi. on les reprend assez vite. Non, mais c'est vrai que dès qu'on s'imagine que le bonheur est dans autre chose que dans l'instant présent, il y a une sorte de course. Il y a une sorte de... C'est ce que la publicité veut. La publicité, c'est extrêmement simple. Ça dit, il faut que tu m'achètes pour être plus heureux. Alors, c'est pareil avec la minceur, mais aussi c'est pareil avec une voiture, avec des nuits dans des hôtels, des vacances, peu importe. On va nous faire croire que si on vit cette expérience, on sera plus heureux. Et donc, ça crée une souffrance parce qu'on se dit, mince, moi, j'ai pas ça. Moi, je ne suis pas dans ce corps de rêve. Moi, je suis pas dans... J'ai pas cette voiture, j'ai pas cette maison. Et donc, il y a une sorte de course vers... On veut toujours autre chose. Or, le bonheur, c'est un état d'être qui... Quand on regarde un enfant, n'importe quel enfant, ils sont heureux. Ils n'ont pas besoin, ils ne se disent pas « Oh non, j'aime pas mes hanches, j'aime pas... » Non, ils sont heureux, ils sont en joie. C'est l'état d'être, c'est la moyenne. Et puis de temps en temps, ils sont traversés par des émotions. Et donc, moi, je regarde beaucoup les enfants et je crois qu'ils ont compris beaucoup de choses. Et donc, quand on comprend que c'est pas... Parce que moi, je fais 30 kilos de moins aujourd'hui, mais les claques de la vie me font aussi mal. Hein. Si vous deviez donner, d'une façon assez succincte, 3 conseils à vos adhérents, qu'est-ce que vous diriez là? Prendre un maximum de temps pour soi. Arriver à faire une pause chaque jour, juste prendre un rendez-vous avec soi-même. Et le fait de prendre ce temps-là pour soi, cultiver cet amour de soi. Ça peut être prendre soin de soi en prenant un bain, en se mettant de la crème, ça peut être prendre soin de soi en faisant un sport qu'on aime bien, en passant du moment avec des gens qu'on aime, mais vraiment prendre soin. S'apporter de la douceur et de la bienveillance, ça va monter l'estime qu'on a à l'intérieur de soi. Un deuxième conseil, ce serait aller vers les gens, les situations, les choses qui font monter notre énergie. La vie est courte. Elle est longue, mais elle est courte. Ça passe en un clin d'œil, en fait. Et donc, ne gâchons pas notre temps à essayer de se rendre bien pour les autres, de faire attention à ce que les autres pensent, de ceci, de cela. On s'écoute, on écoute ce qui fait monter notre énergie quand on se sent bien, et on le fait encore plus. Et le troisième conseil, c'est passer à l'action. Jamais attendre. Action, action. Quand le cœur nous dit quelque chose, il faut le faire. Parce que ce qui nous vient nous hanter à la veille de notre mort, il y a une dame qui a fait un livre de ça qui s'appelle Bronnie Ware, une infirmière, et qui a interviewé des centaines de patients en fin de vie, et elle se serait rendue compte que tous pensent exactement la même chose, les regrets. Tout ce qu'ils n'ont pas fait dans leur vie. Tous les gens à qui ils n'ont pas osé dire « je t'aime ». Et donc,
le fait d'agir et de suivre son cœur, ben, ça permet de vivre nos aspirations profondes finalement. Donc aujourd'hui, c'est votre première conférence ici au Palais des Congrès. Il y en aura d'autres ailleurs peut-être? Oui, il y en a d'autres à Namur, Charleroi, Bruxelles, Louvain-la-Neuve, et puis en France, toute une série de villes qu'on est en train de Donc mettre en place. c'est le début d'une tournée que vous allez Oui, faire. oui, oui. Eh bien voilà, le rendez-vous est pris. Merci André beaucoup. Roberti, merci beaucoup pour tous ces conseils judicieux, profonds, intéressants. Et nous invitons à aller vous écouter déjà ce soir, ici au Palais des Congrès. Bienvenue. Merci.